soleil, naturel et savoir-faire. C'est l'heure de la Goutte Podcast. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de La Goutte. Vous savez, c'est le podcast dédié aux amoureux du vin. Peu importe votre niveau de connaissance, vous êtes au bon endroit. On est au milieu des bois, au milieu des vignes. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. On va découvrir une multitude de métiers. On va notamment découvrir le métier de tonnelier. Mais avant, je suis avec un œnologue. Il est directeur technique des domaines Sauterre. C'est Pierre-Olivier Dion. L'abri. Labri. Je savais que j'oubliais une partie du nom. Pierre-Olivier Dion Labri. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour Annie, bienvenue. Merci de me recevoir ici au milieu des bois. Grand plaisir, oui. On va comprendre dans quelques instants pourquoi on est là. Avant, je voudrais parler de ton premier métier, on va dire, œnologue. À la base, première formation, oui, c'est à travers ça que que j'ai progressé à travers toutes ces activités qu'on va te faire découvrir d'ici quelques instants. Alors justement, le métier d'œnologue, c'est un métier qui peut paraître très flou pour les gens. Est-ce que tu peux nous donner une définition du métier d'œnologue? Je trouve en ce sens que le terme anglais, bien que voilà, je ne suis pas le premier à l'utiliser, est très évocateur. Ça serait faiseur de vin. Le métier d'œnologue, c'est avant tout de recevoir une matière première qui est le raisin et de l'accompagner à travers sa lente transformation vers un produit fini qui est le vin. C'est quoi d'avoir développé avant tout un nez, un palais différent des autres, beaucoup plus affiné, plus connaisseur? Non, c'est avant tout d'acquérir une somme de connaissances scientifiques qui nous permettent d'avoir les bases techniques et la compréhension de tous les phénomènes qui sont impliqués dans la transformation du raisin vers le vin. Après, le nez, c'est quelque chose qui s'entraîne, qui se développe, qui doit être maintenu aussi. Certains ont des aptitudes plus ou moins marquées, mais avant tout, c'est un cursus scolaire, c'est un cursus académique qui nous permet de se dire œnologue. On apprend avec les bases et puis après on apprend sur le terrain. Exactement. Alors justement, là on est sur le terrain, tu es le directeur technique pardon, du domaine Sauterre, des domaines, Les domaines, oui. il y en a plusieurs. Tu es multicasquette. Est-ce que tu peux nous faire un petit panel de tout ce que tu fais sur ce domaine? Oui, parce que nous, on a cette particularité d'être ni petit, ni trop gros. On est moyen. Donc, c'est ce qui me permet d'avoir une vue d'ensemble sur le chemin qui va vraiment mener de la vigne à la bouteille. Donc, en premier lieu, j'exerce une fonction un petit peu de supervision sur toutes les cultures. C'est-à-dire qu'au jour le jour, je m'occupe des équipes, je vais à la vigne et puis je vais aussi superviser tous les travaux tout au long de l'année du vignoble. Que ce soit en hiver maintenant, la taille et puis après les travaux en verre, les traitements, les récoltes. Ça, c'est pour la partie agronomie. D'accord. Et puis, après, une fois que le raisin est vendangé, là, je reprends la casquette d'œnologue et puis je vais avoir toute la supervision des vinifications, en fait. D'accord. Bien sûr, je suis secondé dans ces deux étapes par des équipes de professionnels parce que je pourrais rien faire tout seul. Comme je le dis souvent, moi, j'ai que des bonnes idées. Non, c'est pas vrai, je peux pas dire j'ai que des bonnes idées. J'en ai beaucoup. J'ai que des idées. Et puis, ces idées doivent être réalisées par des gens qui sont au contact à la fois du terrain au jour le jour et de la cave. Il y a une caviste qui s'appelle Amélie qui, elle, au jour le jour, réalise toutes ces opérations techniques qu'on doit faire. Disons, ce serait comme un peu, sans être trop pompeux, mais ce serait comme un architecte un peu qui conçoit. Et puis après, il y a des talents derrière qui viennent matérialiser tous ces concepts. Bien sûr. Et alors là, on est au milieu d'un domaine qui fait 24 hectares. On est ici au domaine du Manoir, dans le Nord vaudois, 24 hectares, presque exclusivement plantés en rouge. Il y a quoi comme cépage ici? Ici, on a principalement du gamay. On a hérité d'un domaine qui était planté majoritairement en gamay. On a baissé un petit peu la proportion au profit du pinot noir parce qu'on croit malgré tout encore à la fois à l'essor du pinot noir et à sa versatilité en tant que cépage. Après, de façon plus anecdotique, on a des merlots, les fameux gamarais, garas noirs. Je ne crois pas que j'en oublie, non? Sauf Déjà une pas vieille mal. vigne de chardonnay qu'on a conservée, très belle, qui était la plus vieille parcelle du domaine. Qui a quel âge? Elle a été plantée en 76.
Effectivement, donc elle est pas toute jeune. Pas toute jeune, et celle-là, on l'utilise pour faire un effervescent, le brut du manoir en méthode traditionnelle, qui est extraordinaire. Et il y a un deuxième manoir donc qui est un petit peu plus loin. Oui, celui-là, il a même le titre de château. Magnifique. Et ça, c'est un des plus vieux domaines en Suisse, puisque on a même l'acte qui est aux archives cantonales vaudoises du dernier roi de Bourgogne, Rodolphe II, qui a donné en 996 ce domaine, qui était donc déjà planté à ce moment-là, donc c'est un domaine millénaire. Il l'a donné à l'abbaye de Romain-Motier, qui à ce moment dépendait directement de Cluny. D'accord. Et puis c'était une donation aux moines, probablement pour sauver son âme d'une façon ou l'autre. Et C'est puis, racheté comme ça. exactement, puis les moines ont fait perdurer cette tradition jusqu'à l'époque bernoise. La vocation première, c'était de produire du vin pour les besoins de messe. D'accord. Et puis à ce moment-là, il semblait être assez Ça assez commence bien. conséquent. Ouais, assez conséquent. Et pour rester sur ces domaines, un petit instant, qu'est-ce que vous faites dans ces domaines? Est-ce que c'est possible, d'organiser, je ne sais pas, des mariages, des événements, dans ces lieux? Alors, au domaine du manoir, on a des salles qui sont à disposition, où les gens peuvent le louer pour de l'événementiel. On a surtout des demandes concernant des séminaires. D'accord. On va en parler après, mais il y a aussi l'activité tonnellerie qui attire passablement de mouvement. Ouais. Ensuite, sur le domaine de Malesser, c'est là qu'on a concentré toute l'activité vinification. D'accord. Et on est en train de concrétiser un projet d'hôtel, restaurant, bar à vin, réception Qui est prévu qui pour quand? voudra. Le plus rapidement possible, mais je pense qu'on est sur une échéance à 2 ans. D'accord. Alors, justement, tu parlais du bois. Dans tes casquettes, est-ce que je peux te présenter un peu comme un chasseur de bois ou pas du tout? Oui, chasseur de bois, ouais, ouais, ouais. Parce que justement, il y a une tonnellerie, la seule, du coup, actuellement en Suisse romande. Je crois, oui. En fait, ce qui nous distingue un peu de nos collègues tonneliers qu'on estime beaucoup, qui sont surtout en Suisse allemande, Oui. c'est que leur cœur de métier, c'est le foudre. D'accord. Donc ça, le foudre, c'est le grand tonneau de plus de 1000 litres pérenne avec des grosses douves qu'on voit qui peut durer pendant plusieurs années. Nous, on se concentre exclusivement sur ce que les gens appellent, à tort ou à raison, tonneau, mais qui est le petit fût, Oui. la barrique, la pièce. Donc vous travaillez vraiment pour des vignerons, quoi? On travaille exclusivement ces contenants de petite taille, qui sont les contenants utilisés en majorité actuellement quand on parle d'élevage sous bois. Et puis donc, on est notre premier client. En premier, je travaille pour moi comme œnologue. Mais après, notre idée, avant tout, et c'est là le leitmotiv de cette entreprise, c'était d'offrir la forêt suisse exclusivement aux vinificateurs pour qu'ils puissent enfin un peu boucler la boucle pour les locavores. C'était de combler cette étape qui manquait Ouais, dans un produit complètement régional. ouais. Ça, c'est voilà, c'est plutôt pour l'origine. Est-ce que le bois, en particulier suisse, a quelque chose de différent? Il est extraordinaire. C'est vrai? Ouais, c'est un trésor caché parce que justement, il était moins exploité parce que la majorité des vignerons, ils vont chercher leurs tonneaux, leurs barriques en France parce que c'est là qu'est le savoir-faire, encore une fois, pour le petit contenant. Et puis, la Suisse, ben, il y avait un peu un trésor caché. Le bois était utilisé pour d'autres usages, mais moins pour cet usage. Donc, ça nous permet encore, nous, chasseurs de bois, d'aller trouver des perles extraordinaires au sein de la forêt qui... Mais c'est-à-dire, tu pars avec une hache et tu vas à la recherche d'un arbre? Non. Ils aiment très peu ça. J'imagine. Non, non, c'est des mises, il y a des groupements forestiers qui commercialisent à chaque année. D'accord. Donc là, d'où le site où on est. Là, on est en plein cœur de la saison de récolte D'accord. qui va s'achever en mars. Donc, il faut savoir que le chêne, on le coupe quand il est hors sève. Ok. Donc, quand les feuilles sont tombées, D'accord. pour les propriétés mécaniques, pour le séchage. Et en plus, si on le coupe quand il est plein de sève, il attire beaucoup d'insectes, D'accord. ce qu'on appelle des insectes xylophages qui veulent manger le bois. Et puis, donc ça peut endommager les bois pour nous. Mais c'est aussi parce qu'on a besoin d'un bois qui s'est lessivé de toute cette sève pour qu'il acquiert ses propriétés mécaniques qui vont être indispensables pour nous, et aussi qui se lessive un peu de tous ces composés qui pourraient être très amers. D'accord. Donc, on coupe exclusivement l'hiver. Je dis on, les forestiers. Et moi, après, je me déplace en forêt au gré des mises de bois. Et puis après, je vais voir qu'est-ce qu'ils ont à disposition. Et puis là, je sélectionne les bois qui sont aptes à notre usage. Comment tu sélectionnes? Comment tu sais quel bois, va le faire? Parce qu'on n'a pas encore dit, en gros, le rôle du bois avec le vin, mais on va en parler. Ouais, on peut en parler après, mais il faut savoir qu'on est parmi les plus capricieux.
Je mets toujours une pyramide comme ça. Et puis nous, on cherche le sommet de la pyramide. D'accord. Donc déjà, il y a à peu près, grosso modo, 4 à 5% de chêne dans la forêt suisse. D'accord. C'est une essence qui est minoritaire parce que la majorité de la forêt suisse est composée de conifères. Après, dans les feuillus, il y a plein d'autres espèces. Puis après, il y a le chêne. Et on ne peut pas faire un tonneau avec un conifère? On parle d'exceptions. Je suis obligé de les mentionner par un intellectuel. Il y a quelques fûts qui sont utilisés en Valais en mélèze. D'accord. Mais c'est une part tellement infime du marché, c'est une particularité. Non, actuellement, c'est le chêne qui truste presque, certainement. J'invente peut-être une statistique, mais je suis à peu près sûr, 95%, D'accord. facilement. Donc, pour revenir à ça, nous, les critères, puisque c'était ta question, on estime que dans ces 5%, il y a à peu près juste 10% qui sont aptes à notre usage. D'accord. Donc, je vais regarder. Il faudrait faire un épisode où tu m'accompagnerais en forêt parce que sinon... Mais le diamètre va nous importer. L'aubier, ça, c'est la partie vivante. Ça aussi, on va regarder. Oui. Après, des critères que tout un chacun pourrait voir. Si l'arbre pousse, s'il n'est pas droit, Bah oui, c'est pas pratique. ça peut nous causer un problème. Bien sûr. Après, un des gros défauts pour nous, c'est ce qu'on appelle la vis. D'accord. C'est si, pendant sa croissance, il a tourné sur lui-même. Ah. Ça, c'est le pire. Parce qu'on peut avoir un arbre qui est d'apparence presque parfait, mais il a tourné. Donc on le voit quoi? Une fois que c'est coupé, on voit que c'est... On peut voir, l'écorce nous donne des indices. Ok. Après, il y a des arbres qui cachent très bien leur jeu. Je les qualifie volontiers de malhonnêtes, ceux-là. C'est qu'ils ont une grosse écorce qui est très texturée, Ouais. j'appelle la peau d'éléphant. Et puis des fois, on regarde cette écorce, elle est droite quand même. Et puis en dessous, il tourne. D'accord. Donc on va chercher, comme tu vois, les coups, ça c'est les coups de grappin. C'est la pince de manutention. Ok. Et ça enlève un peu l'écorce. Donc moi, je cherche toujours à voir, je À contrôle vérifier, ceux-là. Ok. Et puis je regarde en dessous. Ok. Puis dans le pire des cas, dans mon véhicule, j'ai toujours un Tomahawk, canadien oblige. Et puis je peux aller un peu taper dessus, mais les forestiers n'aiment pas trop ça. Ouais. Et les douaniers non plus. Ah bon, d'accord, pourquoi? J'ai l'air bizarre quand j'ai une harpe comme ça, oui, puis les gens le trouvent dans le paraît véhicule, ça ridicule. peut... C'est pas... Alors, une fois que tu as sélectionné le peu de bois qui va vous satisfaire, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'étape qui suit pour en arriver à un tonneau? On est ici. Ça, c'est l'étape suivante. D'accord. Là où on est, c'est dans notre parc de sélection. Ouais. Parce que le chêne, en Suisse, il se concentre dans le plateau. Ouais. Donc, il va buter contre le Jura, contre les Alpes. Il y en a un peu au sud des Alpes, au Tessin, mais c'est essentiellement des essences qu'on n'utilise pas, nous. Donc, quand je dis plateau, je parle de Genève jusqu'à Constance. D'accord. On circule vraiment partout. Donc, ça veut dire que j'ai des provenances différentes. Et comme je veux garder toujours un œil sur ça, ça vient ici. Donc là, ce qu'on voit, c'est le résultat de mes achats récents. Ok. On les met sur le parc pour pouvoir ensuite, quand on les expédie à la méranderie, je vais expliquer ce qu'est la méranderie, savoir un peu chaque camion, qu'est-ce qu'il contient, puis pouvoir garder une traçabilité sur mes achats. Ensuite, comme je l'ai dit, la méranderie, ça c'est une étape fondamentale. C'est là où on va transformer ça, ce qu'on appelle une grume, Mhm. en ce qui peut sembler à l'œil amateur une vulgaire planche, D'accord. mais qui est la matière première du tonnelier. Ouais. Donc ça, première étape, ces arbres vont être débités. D'accord. On va les couper en tronçons entre 1 mètre, 1 mètre 10. Dans ce sens-là, alors? Ok, comme ça, d'accord. Comme Ok. on couperait une bûche. D'accord, très bien. S'il y a encore des défauts qu'on découvre, on va déjà en éliminer, là, parce qu'il y a rarement... celui-là, oui, c'est un arbre qui est presque parfait, où on prendrait tout, mais en général, il y a des petits défauts. Donc, on va encore couper les sections où on enlève. 1 mètre 10, là, c'est fendu. D'accord. Et c'est primordial. C'est pour ça que le chêne s'est imposé, parce qu'il a avant tout des caractéristiques mécaniques qui se prêtent bien à la fabrication des tonneaux. C'est-à-dire qu'il a ce qu'on appelle un rayon médulaire. Ça va faire comme un soleil. Il y en a qui vont appeler ça le fil. C'est assez juste. Donc, on doit trancher pour exposer ce fil. Ensuite, le mérandier, lui, il va venir gentiment scier en suivant toujours ces rayons de soleil, comme ça, parce que ceux-là, ils sont garants de l'étanchéité du tonneau. Ah, important. Si le fil n'est pas traversant sur le mérin, qu'il est comme ça, par exemple, C'est pas étanche. c'est pas étanche. Incroyable. Et un fil pas étanche, Pas utile. ouais, Pas utile. très peu, Ouais. disons, quand même. Ouais. Donc ça, c'est l'étape clé de la fabrication. Donc, vous envoyez donc ces troncs après
Chez à un une méranderie. mérandier. D'accord. Méranderie avec qui on est associé. D'accord. Donc, ça nous permet d'avoir un contrôle total aussi, même sur cette partie de la production, D'accord. tellement que ils vont produire pendant des plages de production exclusivement nos mérins. Ok. Comme ça, il n'y a pas de mélange, il n'y a rien, on sait. Et puis, dès qu'il y a assez de mérins pour un camion, ça revient ici. D'accord. Je vais te montrer ensuite sur Oui. notre parc de séchage, où les mérins vont rester aux 80 pendant minimum 24 mois. Pluie, neige, ici. C'est primordial. D'accord. Et pourquoi ça sert à quoi? OK. Parce que, il y a le séchage tout bête, c'est passer de 65-70 % d'humidité aux 13 et 15 que nos tonneliers ont besoin. Ça se fait progressivement. Mais même, on laisse la pluie quand même venir dessus parce que la pluie va commencer à lessiver des tanins qui sont en excès. Okay. Il y en a trop. D'accord. L'eau, quand elle coule, elle est brune, elle est presque noire. Et si on ose y goûter, ce que certains d'entre nous ont fait, c'est d'une amertume qui est indescriptible. Donc ça, il y a en premier lieu ça. Après, on lessive encore d'autres composés qui seraient amers et qui amèneraient un côté bois frais. Un peu, mais pas bois frais, plus brunty, un peu quelque chose de pas agréable, qu'on peut retrouver des fois dans certains tonneaux un peu de mauvaise facture. Donc c'est primordial. Si on n'a pas ce lessivage, qui doit représenter au moins 900 mm par année, après, ça va avoir un goût de planche. Donc, on est d'accord qu'en fait, le tonneau donne du goût au vin. Ah oui, c'est une des caractéristiques dans les premières années. Parce qu'on peut utiliser le tonneau sur plusieurs cycles. Et quand il y a du bois frais qui est en contact, quand la surface, disons, est en contact directement avec le vin, c'est une des choses qu'elle va faire. Mais ça, on va bien le voir à l'atelier aussi, parce qu'il y a une étape qui nous permet d'influencer un peu sur le goût qu'on va donner au vin. On en parlera. Oui, ça fait pas peur, ça, aux vignerons, justement, de changer le goût de leur vin avec les fûts de chêne? C'est les phases. D'accord. Fin des années 90, début des années 2000, il n'y avait jamais assez de bois. Ça, c'est vraiment là où le fût a connu son essor. Les tonneries en France ont explosé. Les fûts sont arrivés ici. Le vin goûtait le bois, ça goûtait le chêne. C'était souvent dominant sur le bouquet général. C'était un petit peu poussé par une partie du marché qui appréciait ces caractéristiques. Donc les gens sont engouffrés dans ça. Peut-être un peu trop, c'est ça le problème des extrêmes. Il y a des gens qui se sont lassés. Maintenant, on se retrouve avec... on rigole souvent à la tonnerie, les gens, ils veulent nous acheter du bois qui ne goûte pas le bois. Compliqué. Ça n'existe pas. Compliqué. Mais c'est pour dire, le tonneau, il est toujours là. Il y a... Bon, il va y avoir des gens qui vont dire, qui ne seront pas d'accord avec ce que je veux dire, mais peu importe. On trouve toujours une exception à la règle. Mais la plupart des grands vins actuellement dans le monde, des étiquettes iconiques auxquelles on pense, la plupart, ils sont élevés en fût. Encore une fois, on trouve toujours une exception à la règle. Mais non, on voit, il y a toujours un fût qui est impliqué. Donc, le goût qui est imparti, c'est là où il y a le travail à la fois du tonnelier, produire des vins de belle facture, et après à l'œnologue de choisir bien son fût en rapport avec son vin pour que ça vienne. C'est le nez, la chauffe, le vin aussi, parce qu'on parle souvent de vins qui sont surboisés. Mais moi, j'aime bien dire qu'il n'y a pas autant de vins surboisés. L'expression n'est pas de moi, mais je la reprends. Il n'y a pas tant de vins surboisés que de vins sous-vinés. C'est-à-dire des vins qui n'avaient pas la matière pour être mis en fût, puis qui l'ont été quand même. Puis là, ils se font dominer par le bois. Ils se font manger. Et toi, en tant qu'œnologue, tu peux dire à un vigneron, non, je ne te conseille pas de mettre ton vin en fût? Moi, ça pourrait m'arriver. Là, ce sera un peu... Celle-là, il y a les deux casquettes qui s'entrechoquent, mais je préfère un client heureux, in fine, que de vendre un fût et puis de plus jamais en vendre au vigneron, en sachant qu'il n'a pas produit quelque chose de satisfaisant. Là où je vais amener un peu mon expertise, c'est plutôt sur les chauffes du bois qui sont en adéquation avec le produit et les durées d'élevage aussi. Parce qu'on peut jouer un peu, quand on voit le vigneron, combien de temps il veut laisser son vin en fût. Et on a des leviers d'action qui permettent de rendre la chose plus harmonieuse. Et aussi dans la vinif. Et l'espérance de vie d'un fût, c'est quoi, d'un tonneau? Elle est énorme, mais on ne l'utilise pas si longtemps que ça. En général, il finit en pot de fleurs et puis Pour la table, pour l'apéro ou... Exactement. Ok. Pourquoi? Je dis ça parce que s'il est bien entretenu, puis il est bien rempli, puis il est toujours humidifié, il peut tenir. Moi, j'ai vu des fûts, je parle de petites pièces, qui avaient une trentaine d'années, qui est encore en cave.
Mais à ce moment-là, le fût il devient presque un autre contenant inerte. Il n'amène plus les caractéristiques qui font qu'on est prêt à débourser près de 1000 francs pour un fût. C'est ce que C'est-à-dire, j'avais il demandé. devient un autre, Ah. il devient juste un contenant. Donc, c'est pour ça que les gens qui recherchent puis qui vont être prêts à investir autant d'argent, c'est parce qu'ils veulent qu'il y ait un impact sur leur vin qui donne une plus-value. Donc, après 1 an, évidemment, on voit 2 vins, 3 vins, 4 vins. Après, les gens vont commencer à s'en départir parce qu'il va devenir de plus en plus neutre. Et même si on perd le goût, il y a aussi même les échanges gazeux qui vont être réduits parce que le tarte naturel du vin qui précipite, il va commencer à colmater un petit OK. peu les fibres du bois. Donc, il y aura de moins en moins de porosité avec l'atmosphère ambiante. Et on peut, mettre en fût un rosé ou un blanc? Oui, les blancs, ça se fait, hein. OK. Nous, on le fait. Mais si on veut donner un exemple qui est peut-être plus parlant aux gens, ils ont qu'à regarder du côté de la Bourgogne, où les Meursault, Montrachet et autres vont être non seulement fermentés, mais élevés en fût. Rosé, j'ai pas d'exemple à te donner, mais c'est sûr que ça se fait. C'est sûr qu'il y en a qui l'élèvent. Bon, en Mais province, c'est on peut en pas, trouver, je présume, mais ouais, disons que c'est pas parce qu'il y a c'est de pas la norme. ouais. C'est pas la norme. Discussion hors caméra, donc on va ramener le sujet un petit peu, mais on parlait justement de ce problème d'avoir un peu, sacralisé l'univers du vin qui paraît un petit peu, voire totalement inabordable pour, certaines personnes qui aimeraient juste s'intéresser au vin et en parler de façon simple. Alors, on a toujours des termes un peu plus compliqués quand on s'y connaît, c'est logique, hein, mais on peut aussi en parler de façon simple et c'est pour ça qu'on entend parler parfois de organoleptique, donc ce terme organoleptique et on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Je voulais te demander l'explication en tant qu'œnologue. Organoleptique, c'est le goût. Alors, le bois, pour simplifier, il va avoir 3 impacts principaux. Il va avoir l'arôme, l'odeur, Ouais. l'olfaction. Ça, c'est amené par des composés qui sont dans le bois, qui sont transformés par la chauffe. Parce qu'il faut savoir, et on va le voir tout à l'heure, il y a 2 chauffes. Il y a une chauffe première qu'on fait pour pouvoir plier Bois. ces lattes qui sont droites et puis les cintrer, parce qu'il y a une forme un peu bombée, ce qu'on appelle le bouge, nous. Ça, c'est la première chauffe. Mais la deuxième chauffe, c'est une chauffe justement pour l'arôme. D'accord. Donc ça, c'est qu'il y a toutes sortes de molécules à la surface du bois qui vont être transformées par la chauffe et qui vont ensuite être disponibles à la surface du bois et puis qui vont se dissoudre au cours de l'élevage, puis qui vont venir ajouter des parfums qui n'existaient pas naturellement dans le bois. Je peux donner un exemple, par exemple, il va y avoir les méthyloctalactones, ce qu'on appelle les whisky lactones. Donc ça peut amener un côté coco, un côté bois frais, mais de belle facture. Un terme que tout le monde va comprendre, la vanilline. Ça va amener quoi? Un goût de vanille. Les furfurales vont amener un côté caramel. On a ici des fûts, par exemple, où on peut vraiment mettre en milieu de bouche un goût de caramel, une impression de sucrosité énorme, alors que le vin n'a pas du tout de sucre. Ça, c'est tout des choses qui s'ajoutent. Après, il y a l'impact par la présence de tanins dans le bois, qu'on peut percevoir un peu, c'est surtout à travers les fonds. Mais ceux-là aussi, ils vont aider à venir un petit peu stabiliser le vin, stabiliser sa couleur. Et puis après, il y a l'autre impact de la longueur de l'élevage, où il y a l'oxygène qui va venir créer justement des ponts entre tout ça, puis faire que le vin aura une impression va être plus suave, plus rond, plus agréable en bouche, avec moins d'aspérité. Ouais. Moi, je reconnais un vin avec un bel élevage luxueux. Je trouve que ça goûte comme quand on mord en finale, mord dans une nectarine très fraîche près du noyau. OK, Lime. canon. Ah, mais canon, au moins ça c'est beaucoup plus imagé. Voilà, comme ça. Ouais. Puis quand on part sur cette finale qui suit un peu comme ça, en général, pour moi, c'est vraiment la marque d'un bel élevage luxueux Donc tu sais reconnaître un vin qui est passé en fût? Ouais. Ouais. Bon, après, je pourrais me faire tromper facilement avec un vin qui est passé dans un fût de 4 ans, 5 ans, puis qui a très, très peu d'impact dessus. Ouais. Je suis pas non plus... Tout le monde peut se faire avoir. Exactement. Puis surtout qu'il y a de plus en plus de vins maintenant. Mais en général, oui, on reconnaît l'impact. Alors, en général, c'est quoi la durée de vie d'un vin dans le fût? La norme, disons, on va ratisser large entre 10 et 24 mois.
en général. Il y a les Espagnols qui vont avoir des élevages très prolongés dans la Rioja, en fût. C'est à peu près souvent en Europe ceux qui le font le plus. On va avoir dans des 24 mois, on va boire. Souvent, 12 et 18 mois, c'est un peu une norme. Ouais. D'accord. Et en dessous de ça, ben, on risque d'avoir des vins qui sont un peu déséquilibrés. C'est paradoxal. Si on fait un élevage trop court, on risque de saisir le vin à un moment où il n'est pas revenu à une certaine sagesse. D'accord. Ouais, on peut l'avoir à un moment où il est trop amer. Ça peut intimider parce que des fois, c'est comme une asymptote, ça fait comme une cloche. Ça diffuse beaucoup, 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 beaucoup. Il y a un gros impact. Et puis là, on goûte, c'est bizarre, on prend peur, on dit non, il y a trop, il faut que je sorte mon vin. Mais non, au contraire, c'est à ce moment-là où il faut le laisser. Faut pas Et ça va retomber, il ne faut pas paniquer, puis faut le ressaisir à un autre moment. C'est pour ça que les vins, quand on les goûte, là, ça va mieux un peu, mais on les goûte au début de l'hiver. En janvier, février, c'est assez ingrat. Hein. OK. Ouais, c'est pas super agréable dans leur prime jeunesse comme ça. Il faut laisser le temps au temps. Et à travers votre tonnellerie et votre travail, si tu devais conseiller 2 vins à absolument goûter, pour voir, le travail justement de la tonnellerie et l'impact Nôtres? que bien sûr, je me doute. Ah! Oui, les vôtres, ou alors ceux de vignerons comme tu veux, mais je me doute que tu vas me parler des vôtres. Ben là, on a commencé à leur vendre en Oui. 23, donc on va attendre de tout déguster ce qu'ils ont fait avec nos fûts. Nous, on a un super pinot noir. Je t'en offrirais volontiers une bouteille. Oh! Je prends. Où la qualité des fûts a su garder toute la délicatesse du pinot noir, parce que c'est quand même quelque chose dont le bouquet est, j'aime bien ces bouquets éthérés un peu et avec ce que je recherche moi, à la fois le côté fruits rouges, mais surtout le côté vieille rose, le côté pivoine un peu comme ça. Donc il faut vraiment que ce soit un vin qui soit accompagné, qui soit complimenté par le fût, parce que sinon on perdrait toute tout ce bouquet. OK, ça le consolide en fait. Ça le consolide. Et puis malgré tout, comme j'essaie de produire des vins en pinot, surtout des vins de parfum, des fois on a des bouches qui ne sont pas non plus, c'est pas des gros vins imposants. Donc la finale avec le fût vient juste justement l'accompagner et puis elle le rend plus long. Elle l'allonge justement. Elle lui donne un peu. Et comment il s'appelle votre pinot? On a fait un pinot dans ce cas-là d'une parcelle précise. Donc c'est sur nos vignes qu'on a à Bonvillars et il s'appelle Ambiolet. En violet. On n'a rien inventé, c'est le nom cadastral de la parcelle, D'accord. comme on retrouve en Bourgogne ou dans d'autres endroits. Ouais. Et puis après aussi, je te donnerais un gamay, parce qu'ici, juste un petit peu plus haut, là, on a des terroirs très particuliers sur Rance et Valère-sous-Rance, où là, on est sur une marne. Donc une marne, une formation géologique, c'est comme des argiles Ouais. qui ont été très, très compressées. Elle est presque infranchissable. OK. On le voit, les racines, il y a 60 cm de sol. Elles tapent dessus, puis après, elles vont tracer. Elles n'arrivent même pas à pénétrer dans les marnes. Et ça fait une parcelle tellement spéciale où les raisins poussent presque pas, on dirait des myrtilles. Et il n'y a sont tout presque pas de raisins. C'est minuscule. Et ça fait un gamay très, très atypique. Les gens qui le dégustent découvrent jamais le gamay. C'est drôle. C'est drôle. Parce que ça a une grande couleur. Et puis, on se disait, il y a tellement peu de raisins, c'est tellement spécial que... et puis tellement unique comme profil qu'il fallait l'élever. Donc lui, on l'a élevé très très longtemps en fût, plus de 16 mois, pour lui donner vraiment une longueur, une allonge comme ça. Puis ça, on adore le faire déguster à l'aveugle, parce qu'après, même c'est nombreuses personnes qui disent « Ah non, moi le gamay, j'aime pas ça ». On le dit pas, on verse, puis après, voilà. C'est génial. Ouais. Je voudrais revenir sur toi, sur ton parcours, parce que tu m'as appris quelque chose de super intéressant. Tu étais où avant d'être en Suisse? Ah non, avant d'être en Suisse, avant, j'étais au Canada. Oui. Je suis venu pour étudier les sciences politiques. D'accord. Rien à C'était voir. l'idée. J'étais inscrit à l'Université de Lausanne. Mais j'avais déjà cette envie de vin, Ouais. mais je pensais que c'était un univers complètement fermé où c'était générationnel et ça s'arrêtait là. Quand j'ai commencé à découvrir, parce que j'ai fait les vendanges en 2005 ici, juste avant d'entrer à l'université, histoire de faire quelques sous. Tu les as fait où? C'était dans la région morgienne, OK. voilà, chez un vigneron que je croise encore quelques fois. Je suis revenu un soir, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. On m'a enjoint d'aller dessouler, et puis On en on reparle. verra demain. Voilà. Ouais, exactement. Ça n'est pas arrivé. Ouais. Et puis, Quoi, tu n'as donc, pas dessoulé? je viens de voir la porte que j'avais ouverte. Exactement. Donc, non, mais j'ai pas changé d'avis. Ouais. Je suis allé en sciences politiques. Les sciences politiques m'ont donné un coup de main, parce que j'ai eu un cours d'épistémologie qui a duré 3 heures, où on a parlé de la nécessité de dire là ou les sciences politiques. Donc, c'est ce jour-là que j'ai dit, OK, c'est ici que je débarque du train. je te laisse en discuter. Et puis, de fil en aiguille, j'ai pu trouver un stage et faire
à faire toutes les étapes préalables qui m'ont permis d'entrer directement à l'école d'ingénieur D'accord. de Changin. Donc là, j'ai fait ça. Après, je suis parti en Argentine, où j'ai vécu une expérience extraordinaire parce que jeune diplômé, je me suis vite retrouvé, après 1 an, avec énormément de responsabilités. J'ai été nommé gérant général de, bon, c'est pompeux, mais c'est la réalité, d'Altura Maxima, qui sont les vignobles de plus haute altitude au monde. Incroyable. Donc, je m'occupais d'un vignoble en tout qui faisait environ 70 hectares, mais un domaine qui, lui, en faisait 30 000. Bon, Il y avait c'est une voiture. l'immensité de... Ben, il y avait des voitures, il y avait des chevaux, il y avait des vaches, il y avait des lamas, il y avait même des truites. Et qu'est-ce qu'il avait comme particularité? Est-ce que le raisin a vraiment un... Oui, oui. En haute altitude, c'est essentiellement... d'ailleurs, on ne savait pas vraiment, c'est en développement. Ouais. C'est ce qui m'a permis aussi de pouvoir m'imposer là-bas, parce qu'il n'y avait personne qui pouvait venir, qui avait plus d'expérience que moi, qui disait moi, je connais la viticulture à 3000 mètres. Ouais. On développait. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc c'était plus à qui avait la volonté de mener ce projet à bien. Et on a commencé à faire des recherches. On est au premier balbutiement de tout ça, même si je ne suis plus trop, mais ça semble être beaucoup les UV. Ok. Le raisin, comme nous, reçoit un rayonnement qui est considérablement plus, Intense, ouais. plus puissant, donc il va répondre, il bronze, quoi. Ouais. C'est-à-dire que très tôt, il va produire une pellicule qui est beaucoup plus épaisse. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça donne forcément des couleurs qui sont très profondes. Mais il y a aussi le fait que dans ces pays plus méridionaux, l'altitude permettait d'aller chercher la fraîcheur. Ouais, Voilà, bien sûr. c'était aussi un vecteur. Et je suppose que pour goûter le vin, il fallait redescendre, non? Parce qu'avec l'altitude, c'était pas altéré. C'est différent, ouais. Le même vin, on va le goûter on parle souvent de ça dans les avions, justement. Ouais, Je sais qu'il y a ça les aussi. sommeliers qui font les tests pour les avions. Les goûts sont différents. Mais là, en l'occurrence, on était sur un terroir grandiose c'est facile à trouver encore, ce vin. Il était bon en haut, il était bon en bas. Ça, il n'y avait pas de question Quand c'est là-dessus. bon, il n'y a pas de Il était doute, un peu quoi. différent, Ouais. mais... Pierre-Olivier Dion-Labrie, je le rappelle, donc tu es directeur technique des domaines Sauter. Si on veut découvrir les vins, etc., qu'est-ce qu'il faut faire? C'est contacter le domaine. On les trouve où, vos vins? Comme toujours, le plus simple, le site Internet. Il y a un shop directement. On peut avoir accès à toute notre gamme avec une livraison extrêmement rapide en Suisse. Et puis sinon, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour une visite ou plus. Et il y a de quoi faire, n'hésitez pas à contacter. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de La Goutte Podcast. Je vous remercie de votre attention. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner sur le compte Instagram, TikTok. Et bien sûr, si vous voulez voir l'émission en images, c'est sur YouTube, sur la chaîne de La Goutte Podcast. Merci à tous. Merci Pierre-Olivier. Plaisir. Super. J'ai regardé ma montre en plus quand tu parlais. C'était comme ça. C'est long, hein? Ma visite au domaine Sauter n'est pas terminée, vous l'avez compris. Il me reste à découvrir le métier de tonnelier avec Rémi Merlier. Ça, c'est pour la semaine prochaine à 18 h sur La Goutte Podcast.